Je n'ai pas la moindre parcelle de volonté. J'ai toujours suivi les conseils de maman. J'ai apprécié votre maman. Une baiseuse exceptionnelle. C'est vous qui le dites, je suis pas même de juger. Oh, la tête qui tourne. De plaisir. Déjà Ouais. Confortable et tout. Il faut pas pousser. Tu sais que t'as un beau cul, toi. On fait pas mieux. Oui. C'est bon. Ouais, hein. Ouais. Oh ciel, ma mère! Alors Marcel Lajeunesse, bonsoir. Bonsoir. Jean-Pierre Armand, bonsoir. Bonsoir. Alors Marcel, ça vous arrive souvent de doubler des films porno comme ça? De temps à autre, mais ça n'est pas une spécialisation. Vous avez doublé qui par exemple? Dans la vie comme ça? Dans la vie, non, ça j'ai pas fait que du porno, loin de là, Dieu merci d'ailleurs. J'ai doublé pas mal de films. Et ce qui paraît aberrant d'ailleurs, c'est que j'ai doublé les premiers films de Marilyn Monroe. C'était vous la voix française de Marilyn Monroe? Au départ, ouais. Oui. Quand elle était vedette Fox Europa. Ouais. Et puis après, quand elle est passée vedette Fox, c'était une autre camarade qui était remarquable dessus d'ailleurs. Et puis qui? Bon, j'ai doublé Audrey Byrne, et alors maintenant, ils ont pris de l'âge quand même. Ouais. Alors, les derniers que j'ai doublés, c'est Madame Shelley Winter. Je ne sais pas si vous voyez le personnage. La différence de gabarit, oui. Tout à fait. Ouais. Et c'est ça qui est amusant dans cette profession, d'ailleurs. Vous en faites souvent des films porno comme ça? Non, pas très souvent. Il fut un temps où il y en avait beaucoup. Et puis le marché, je pense, s'est ralenti. Vous faites ça très très bien. Hein. Oh, on essaie de travailler le mieux possible. Ah non, parce que quand vous faites le bruit, là, c'est comme ça, là. On travaille à l'image dans ces cas-là. Mais c'est pas toujours drôle. Vous êtes grand-mère? Je suis grand-mère. Ils savent, vos petits-enfants, font des trucs pareils? Le porno, je ne sais pas. Le doublage, oui. Le doublage en général, mais pas le porno. De toute façon, je dis bonjour et j'ai mes petits-enfants qui disent tiens, te voilà. Mais le film s'appelle Remplissez-moi. Je trouve ce titre assez extraordinaire. Je trouve que c'est énorme quand même. Ils sont tous vulgaires. Non, mais celui-là est particulièrement vulgaire. C'est moi ça. Non, mais ça serait fastidieux de faire ça tout le temps. Oui, hein? Oh là 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 là, mon Dieu. Non, mais moi, j'ai pensé que vous faisiez ça tout le temps. Alors je me disais quand même, c'est terrible. Parce que vous avez vraiment l'air de savoir bien le faire. Hein. C'est un métier. Ouais. Je ne peux, dire alors, si que vous êtes ça. avec un homme dans un lit, vous allez faire les bruits. Le type va croire que vous lui donnez beaucoup de plaisir, finalement. Des formations professionnelles. Ah, peut-être. Hein? Ah, j'avais pas pensé moi, à je ça, me méfierais mon d'une Dieu. femme comme vous. Parce que finalement, le type peut croire que vous lui donnez beaucoup de plaisir alors qu'il vous fait aucun effet, finalement. Que vous êtes capable de faire tous les bruits de la jouissance, du plaisir. Ouais, mais enfin, on a de l'invention quand même. C'est ça, les femmes. Eh ben, Hein? les hommes aussi. Ah bon? Oh, Moi, je vous sais n'avez pas. rien à vous nous envier, Ah bon? monsieur. Alors, Jean-Pierre, toi, t'as fait... Combien t'as fait de films porno, toi? 2003, 2004. Oh là, 2003, 2004, c'est fou. Ahurissant. En 17 ans. Ouais. En 17 ans. Là, 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 là. Mais alors là, j'ai tout de suite posé une question, je veux dire. Bon, c'est vrai qu'il y a des types qui font le haut et d'autres qui font le bas ou... Ben oui, le problème, il est simple, c'est que souvent les metteurs en scène ou les producteurs engagent des comédiens Ouais, qui sont débutants. ouais, Donc ce n'est pas évident qu'ils puissent fonctionner, avoir l'érection facilement. ouais, Alors ils font ce qu'on appelle la comédie. ouais. Ils font le début de l'érotisme, le soft qu'on appelle, et puis ensuite, quand arrive le hard, le comédien se retire pendant que la caméra monte sur le visage. Ouais. Ensuite arrive le baiser professionnel, je m'excuse madame, Mais je vous en prie. qui lui fait la pénétration. Ouais. Puis C'est-à-dire que ça se passe en continu, on coupe continue. pas. Oui, bien sûr, c'est plus Ah oui, ça. d'accord. Comme ça, on ne voit pas que le jeune comédien de 20 ans, qui est beau comme un prince, qui s'est Ouais. fait doubler, quoi. Ah oui, d'accord. Alors, la caméra ensuite remonte sur le visage. Pendant ce temps, le vieux de la vieille, donc je fais partie, se retire, et la caméra redescend dans la position Oui, érotique. bien soft. sûr. Alors maintenant, deuxième question, c'est quoi le secret? Je veux dire, comment tu peux bander comme ça sur commande? Non, puis, Dis-le, parce que je vais te dire que là, il y a plein de téléspectateurs qui veulent savoir. non, à mon niveau, déjà, il y a l'expérience. Ouais. 17 Ah, ans mais de hard, expérience, donc oui. déjà, Tu sais te mettre en condition. c'est quoi. facile. Je me Ouais. concentre au moins en 30 secondes. Il y en a qui ont besoin de 2 heures. Ouais. Puis derrière moi, Il y en a qui arrivent jamais.
Puis déjà, beaucoup de débutants, lorsque déjà il y a une présence, une personnalité, un comédien connu, ou un vieux de la vieille qui a 15 ans de métier, 10 ans de métier, qui sait qu'il doit travailler avec cette personne-là, déjà le garçon, il ne peut pas assurer. De toute façon. Alors puis en plus de ça, bon, moi j'ai une technique, c'est que ma technique est simple, c'est que bon, je pense à rien. Que ma partenaire me plaise ou pas, je travaillerai normalement. Que je lui plaise ou pas, c'est pas mon problème de toute façon. C'est-à-dire que des fois, même avec une fille que tu trouves plutôt moche, oui, je m'en fous. Tu y arrives quand même. Ah oui, parce que je suis payé pour ça. T'es une aubaine, toi, pour les femmes. Non, ça c'est ma vie professionnelle. Ah d'accord. Ma vie privée, elle est On va en parler après. Alors et donc, puis en plus derrière moi, j'ai quand même 20 ans de yoga, donc... Oui, la concentration. Non, c'est pas un problème de concentration, c'est un problème de mental. J'ai pas besoin de me concentrer pour faire un scénar. Je suis moi-même, à la limite. Mais comment ça t'est venu, je dirais? Est-ce qu'au départ, comment tu as découvert que tu avais un don pour ce genre de film? Comment ça s'est passé? Non, ça s'est passé chez moi dans le Midi, d'où je suis originaire, au Cap d'Agde, qui est le plus grand centre naturiste d'Europe. Et j'étais très jeune à l'époque. Et un jour, un metteur en scène américain, Rush Meyer, m'a demandé de faire des films pour nous. Mais comment tu l'as rencontré, Rush Meyer? Sur la plage. Ah bon? Oui. Il t'a vu tout nu? Il m'a vu tout nu, il m'a dit... Il a vu que tu étais particulièrement bien équipé. Voilà, alors il m'a dit, est-ce que tu veux faire des films pour nous? Alors moi, naïvement, j'ai dit, dans ma campagne, dans le Midi, j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Et il m'a dit, il faut baiser, t'es payé. Alors, tu t'es dit, finalement, c'est un bon job, quoi. C'est la 8e merveille du monde. Tellement de mecs qui s'emmerdent 8 heures par jour en usine, c'est sûr. Si je suis payé, et en plus, je dois faire l'amour avec de belles créatures, ben on y va. Tu t'es dit, d'accord, quoi. Alors, pour un grand bonheur pour moi, ça a fonctionné au premier coup, quoi. Alors, ça, je parle des années 70, c'est-à-dire que le porno n'existait pas en France. Tu as tourné à l'étranger d'abord? Oui, et lorsque le hard est arrivé en France, pour moi, ça a été une facilité parce que j'avais déjà 2-3 ans de métier derrière moi. Bien sûr. Alors depuis, c'est étalé 5-6 000 filles dans ma carrière. 5-6 000 filles? J'ai vu passer un millier... Faut le faire. Non, mais j'ai pas de mérite, c'est mon métier. J'ai vu passer un millier de jeunes comédiens qui au départ étaient des inconnus, qui entre-temps sont devenus très célèbres, certains ou certaines, et puis bon... Moi, je suis toujours là, et puis... Des noms. Jean-Pierre, c'est vrai que des fois, quand le type n'arrive plus à éjaculer, au bout de quelques scènes, on met du lait Nestlé ou... Oui, on fait battre la glaire d'œuf. De la glaire d'œuf ou du lait Nestlé? Oui. Ah bon? Bien sûr, on prend du lait, puis la fille se met ça dans la bouche, on dit moteur, elle fait ce qu'il faut. Ah, d'accord. Bon, tu ouvres la bouche, alors ça coule, et puis ça... Ah, d'accord. C'est ta parente de raconter tout ça devant Marcel quand même? Non, pas du tout, non. Ah bon? Parce qu'elle est habituée, c'est la J'étais au courant. Elle était avant? Ah oui, vous étiez au courant? Je connaissais le Ah bon, lait Nestlé. d'accord. Dis-moi alors, Jean-Pierre, là, tu vas trahir un secret, mais... excuse-moi, mais ton sexe, il mesure combien? On tu peux le dire. Autrement, non, autrement, mais dis-le, je veux dire. Dis-le, c'est pas grave. Oh, je ne sais pas, 23-25. Ah oui, quand même. 25 ou 23? Entre les deux. Ah, entre les deux, c'est pas mal. Faut le faire. Il faut le faire. Hein. Alors, et à la maison maintenant, dernière question, comment ça se passe? Très bien. J'aime ma femme, on fait l'amour tous les soirs. Et elle sait ça? Et elle sait ça, elle est très intelligente. On fait la différence entre ma vie professionnelle et ma vie privée. Quoi. Bon, donc des fois, ça veut dire que tu tournes toute la journée, le soir t'arrives, tu remets le couvert. Quoi. Oui, parce que ça n'a rien à voir. Je veux dire. Ah ça n'a absolument rien à voir. Ce soir, l'Alcazar est au bain, c'était Madonna par Marie-France.
Alors, Michel Poniatowski, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être au bain. Ça vous change, non? Un peu. Ça vous va? Très bien. Ça va. Très sympathique comme atmosphère. Alors depuis quelque temps, on vous voit un peu moins dans les médias. Est-ce que c'est parce que... bon, vous n'avez plus de fonction ministérielle, bien entendu, mais quand même, vous êtes moins chouchou des médias qu'à une époque. Est-ce que parce que vous avez fait des gaffes, ou parce que vous avez dit des gros mots, ou des choses comme ça? Les gaffes, je n'en sais rien. Les gros mots, c'est vous qui les appréciez. Non, c'est surtout parce que je suis au Parlement européen, je voyage beaucoup en Europe, et d'ailleurs aux États-Unis, en Russie, au Japon, et que j'essaye de voir quelle est la situation mondiale pour mieux analyser la situation européenne, car tout ça va très très vite. On assiste aujourd'hui aux 7 d'or, aux victoires de l'entreprise, aux victoires de la musique. Alors nous, à 20 minuit, on a décidé de créer un poignat d'or. Ah, c'était très intéressant. Alors, Monsieur Poniatowski... Mais je me méfie. Il y en a trois à décerner. Alors, on va vous demander donc de décerner le poignat d'or à l'homme politique de l'année, à l'écrivain de l'année et au journaliste de l'année. Alors, à l'homme politique de l'année. Vous le décernez. L'homme politique de l'année, pour vous. L'homme politique de l'année. C'est difficile. Je ne le décernerai pas. Ah bon? Ah bon? Non. Ah non, vous êtes obligé de mauvais joueur, là. Non, pas du tout mauvais joueur, mais je pense que aucun n'est à l'heure actuelle. Alors à l'étranger, prenez-en un à l'étranger. Ni à gauche, ni à droite. Ni à droite. Et à l'étranger, vous en trouvez un? Tout le monde a fait quelques erreurs. Ah, vous êtes dur, là. À l'étranger, je vais vous même pas Raymond Barre, vous le décerneriez pas Raymond Barre? Raymond Barre n'a pas encore la responsabilité. Ce sera l'année prochaine qui lui donnera le poignat d'or. Alors, la Barre n'a pas encore la responsabilité de l'action. C'est l'année prochaine, s'il est élu, qu'on verra s'il le met. Alors à l'étranger, vous aimez bien quand même. À l'étranger... Il va nous dire Gorbatchev. Exactement. J'en étais sûr. Alors pourquoi? Pourquoi Gorbatchev? Non, il faut que ça ait changé, lui. Vous disiez des trucs pareils. Pourquoi? Parce qu'il est en train d'essayer de transformer un pays qui est complètement sclérosé, qui est complètement bureaucratisé, qui est complètement en dehors du temps. Il faut bien réaliser que nous sommes en train de passer dans la civilisation scientifique, qui est celle du siècle prochain, et lui vit encore en partie avec le 19e siècle, Lénine, etc. Alors, poignat d'or pour Gorbatchev, voilà un scoop. Non, pas séduit. Pas séduit, poignat d'or. Après, ensuite, alors à l'écrivain de l'année. Un écrivain. Un écrivain de l'année. Ah. Il va nous dire Tahar Ben Jelloun. Non. Non, mais... Il ne pourrait pas le mériter, Tahar Ben Jelloun? Maintenant, on dit qu'il a copié son livre. Non. Et puis, c'est pas à lui que je donnerai mon poignat d'or. Son poignat d'or. Alors? D'Ormesson? Peut-être. Non, pas assez littéraire. Un livre d'histoire, peut-être, non? Peut-être un livre d'histoire. Non, mais si j'avais... Mais là, je vais tomber dans mes préférences personnelles. Allez-y, c'est tout ce qu'on vous demande. Et ce serait à Jean Tullard, pour l'énorme dictionnaire qu'il a fait sur Napoléon et toute l'époque napoléonienne, qui était très complet. C'est vos ancêtres, tout ça. Alors, un journaliste, un poignat d'or du journalisme. Voilà. Eh bien, peut-être à Tesson pour avoir sauvé provisoirement son journal. Des griffes de Goldsmith? Pour avoir sauvé provisoirement son journal. Je dis pas Vous n'ajoutez pas des griffes de Jimmy Goldsmith. Mais je trouve qu'il s'est très bien battu pour maintenir en vie le quotidien. Alors maintenant, on va faire les anti-poignats d'or. Alors, les poignats de merde. Alors, un homme politique, à qui vous le donneriez? Le pire homme politique de l'année, vraiment celui qui est le plus nul. Celui qui a fait le plus d'erreurs. C'est pas... Non, parce que là, c'est méchant. Oh non, je ne voudrais pas être méchant. Mais je pense que le plus mauvais homme politique sur la place, c'est probablement Lajoigny. Oui, ça, là, on vous reconnaît, là, ça y est. Ah oui, mais c'est vrai. Bon, c'est vraiment la langue de bois, c'est l'absence totale d'idées, c'est la répétition de l'idéologie classique, etc. Alors après, un journaliste, le plus mauvais journaliste, le poignat de merde du journaliste. Oh, il doit se trouver à l'humanité quelque part. Non, il fait fort. Et l'écrivain? Et le plus mauvais écrivain, ça, il y en a un bon paquet. Il y en a un paquet, Il y en a un bon paquet. Non. Bon, alors maintenant, on va vous faire réagir sur un certain nombre de gens. Voilà, je vais vous citer une liste de noms, et puis de gens. Vous allez donc réagir. Alors, si je vous dis Valéry Giscard d'Estaing, que me répondez-vous? J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Bon. Vous l'aimez toujours beaucoup? Je l'aime beaucoup et je pense que c'est un des hommes politiques les plus intelligents, les plus lucides
que nous ayons. Alors, il ne correspond pas au profil actuel que veulent les Français, mais c'est l'homme le plus remarquable que nous ayons sur la scène politique. Vous n'avez pas varié là-dessus? Non. Non, ça fonctionne toujours par télépathie, comme vous avez pu le dire. C'est pas la télépathie. Ah si, à un moment, vous avez dit qu'entre Giscard et vous, c'était de la télépathie. Oui, c'est vrai, mais c'est plus que ça. C'est le jugement sur l'homme politique. Et aujourd'hui, c'est encore plus que ça. Oui. On continue. Alors, donc, Raymond Barre. Raymond Barre... Raymond Barre, c'est la sécurité et c'est probablement ce que nous pouvons avoir de mieux pour gérer la France. Compte tenu de ce que veulent les Français, parce que ça serait quand même Giscard sinon. Pour gérer la France à l'heure actuelle, c'est Barre. Bon, François Mitterrand. Ah, c'est un long sujet. C'est un long sujet, oui. C'est un roman philosophique. Je ne crois pas plus qu'il puisse apporter quelque chose d'important à la France. Vous pensez qu'il l'a fait, là, dernièrement? Je pense qu'il a assuré l'unité française pendant les 2 années de cohabitation, et c'était très important. On continue. Alors, Léotard. Léotard, il faut qu'il se forme pour, dans 7 ans. Peut mieux faire. Dans 7 ans, vous pensez qu'il peut faire l'affaire? Je pense qu'il doit se former, qu'il doit apprendre complètement son métier. Charles Pasqua. C'est un très bon ministre. De l'Intérieur? Un excellent ministre de l'Intérieur. Excellent. Là, vous êtes expert en la matière, là. Excellent ministre. Il a été meilleur que vous? Est-ce qu'il a été meilleur que vous? Oui, je crois. Alors, Juquin, disons. Juquin. Oh, Juquin est sympathique par son indépendance d'allure, d'idées, etc. Mais enfin, tout ça, c'est des poids légers. Krasuki. Très mauvais. Et Rocard, Michel Rocard. Léger. Léger. Bon, dis-moi, t'aimes pas tellement baiser, mais est-ce que tu as un moyen de contraception quand même? Ou est-ce que t'es contre? Elle est peut-être tu laisses faire la nature. Tu laisses faire la nature ou t'as un moyen de contraception? Elle est peut-être ça, c'est facile à répondre pour une fille. Quel est ton moyen de contraception à part le pâté? C'est quoi? Rien à faire. Il n'y a rien à faire. 1984, Jean-Luc Maître, Thierry Ardisson, interview sans anesthésie, Karen Cheryl. Qu'est-ce que ça donne sur le questionnaire? 1m20 de haut, il me fait pas peur, je vais te dire. Maintenant, on enlève les feuilles. Ça donne quoi? Ça donne quoi, c'est un questionnaire? Non, écoutez... C'est toi. Écoutez, faites pas semblant d'être violent. On va devenir vraiment violent. Non, mais c'est qu'ils m'ont quand même fait saigner. Je réclame un gros plan sur le doigt. Elle saigne. Ils m'ont fait saigner. Allez, vas-y, elle a ses règles. Elle saigne, c'est pas grave, on continue l'interview quand même. Allons-y. Ils sont totalement immondes. T'es plutôt vaginale ou clitoridienne comme fille? Moi, je vous trouve plutôt abruti. Non, mais on te demande pas ça, on te demande si t'es plutôt vaginale ou clitoridienne. Ah, mais écoutez, mon cher, pour savoir, il faut essayer, mais j'ai pas du tout envie. T'as compris la question, là? Absolument pas. La différence entre clitoris et vagin? Absolument pas. Je n'ai absolument pas compris. Je comprends pas. Absolument pas. Pourquoi vous êtes vaginal ou clitoridienne? Non, nous, on est anneau. T'es anal? T'es quoi? Je n'ai absolument pas compris. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Tu te fais mettre, tu comprends pas ce qui se passe, c'est ça. C'est pas très bien ce qui t'arrive. C'est ce que tu veux dire. Bon, dis-moi, l'aliéné, là, t'as déjà eu des expériences homosexuelles? Non, c'est pas comme vous. Vous, je sais, ça fait 15 ans que vous vivez ensemble, moi non. T'en as jamais eu? Non. On vit ensemble depuis 15 ans. T'en as jamais proposé? Jamais une fille qui t'a proposé quelque chose? Non. Même pas Sheila. Sheila, t'as jamais proposé de coucher avec elle, par exemple? Je n'ai jamais eu d'expérience de ce genre. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais vous, il vous en reste quelque chose. Pas, non, pas d'expérience je ne me drogue pas, je ne bois pas, je ne fume pas et je vous tu baisses pas souvent. Tu nous quoi? Vas-y. Tu nous quoi? Vous avez très bien compris. Non. Voyons. Non. Tu nous en quoi? Bête à ce point. On est bête. Tu nous en quoi? Allez, vas-y, Je vous en réponds. kikine. Ah, c'est gentil, ça. C'est charmant. Je crois qu'elle nous enculait. Je crois que c'était encul, Ouais, j'avais peur. Ah, je sais pas ce que ça veut dire. Ah bon, Non, je sais pas ce que ça veut dire. Hein? T'as pas cru qu'elle nous Ça, je sais pas ce que ça veut dire. Ah si, c'est une verge dans le cul, tu vois. En gros, c'est ça. Est-ce que t'es déjà allé voir des prostituées, là? Je ne m'appelle pas Raoul. Ça me rend tellement triste de vous voir là-dedans. Ah, ça, la police, Locaux, c'est pas les mieux insalubres, moins bien enfin. lotis que les bandits et Vous les rêviez de avocats. quoi? Vous aviez envie de faire quoi avant? Quand on était petits? Ouais. Non, on voulait sauter Karen Cheryl, là. C'est pas vrai. Ouais. Et maintenant qu'on l'a vu, on n'a plus envie, tu vois. C'est vrai. C'est vrai, ouais. Maintenant que vous l'avez vu, vous n'avez plus envie. Non, alors. Ils ont un humour, une Un humour répartie. Maintenant, on a du goût, c'est tout, t'inquiète. On vous a choisi comment pour l'émission? Hein? Combien tu prends? On n'a pas dû en auditionner beaucoup. Combien 2, tu c'est ça? prends? Alors, tu On prends en pas a de mec. auditionné 2? Tu prends pas de mec, tu prends de l'argent. Alors combien tu prends? Moi? Je prends la valise dans 2 secondes. Ouais. Combien tu prends pour une émission? Non, je prends la porte. Et Carrère, tu le vois souvent? Non, tu le vois jamais, toi.
Hein? Tu vois, C'est lui qui vous envoie? Ouais. Alors vous le saluerez bien de ma part. Tu l'aimes pas, hein? Je l'adore. T'as fait une grande carrière. Dis-moi, avec les 3 sous qui te filent à la télé, là, qu'est-ce que tu fais de ton argent? Plein de choses. Et c'est pas tout bien qui le Je place, c'est m'achète toi. des menottes, par exemple. Ouais, d'accord. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Et puis j'aime aussi le jaune et le noir et puis le cachemire. Ouais. Et si vous voulez, je peux aussi vous payer une nouvelle machine à écrire. Attends, fais pas, elle marche bien. Qu'est-ce que t'as acheté depuis que t'as commencé à Ceci dit, gagner des effectivement, sous? si on s'en sert avec un doigt, ça doit suffire. Ouais, vas-y, cause. Allez, depuis que tu fais le clown, là, qu'est-ce que tu t'es acheté? Fais gaffe à ta veste, je t'ai dit, toi, ça va se terminer avec de la bière dessus. Allez, qu'est-ce que tu fais de ton argent, Bibiche? Il doit certainement être impuissant. Rappelle de bons souvenirs, non? Ouais, t'étais très inspiré, là. Hein. J'étais pas vraiment inspiré, j'étais plus destroy que maintenant, sûrement. Oui, Ouais. alors il paraît que t'es devenu tout doux, gentil. Je suis devenu hyper gentil. Bah, d'ailleurs, allez, je- on va dire que tu donnes dans l'exercice de Mais style. pas Là. du Tu vas me tout. montrer de quoi t'es capable maintenant. Pas du tout, regarde, maintenant, bon déjà je suis à 10h30, Ouais. je rêve de faire un 8h30, donc je suis devenu très doux. Bah alors par exemple, pour faire un 8h30, quand on est animateur, on s'y prend comment? Bah, Alors, je te vas-y. demande, par exemple, comment quand on interviewe quelqu'un? Tu as une chanson en promotion en ce moment, chez Polydor, c'est une très bonne maison. Excellente, la meilleure. Excellente. Elle s'appelle comment ta chanson? À l'envers, à l'endroit. À l'envers, bah commençons. Alors à l'envers, à l'endroit on comprend, mais à l'envers, pourquoi? Ça veut dire quoi? Sur ta peau, à l'encre de Chine, de l'index, je te dessine un poisson, chat dans son bocal, et nom aussi lettre capitale. Toutes les fois où tu pars sans moi, comme ça te sens froid sans toi, moi dans mon émoi, seul abandonné. Faut pas me laisser à l'envers, à l'endroit. Ah mais là c'est pas des centres de police, parlons calmement. Dis-moi ce que signifie à l'envers dans ta chanson. Ce que signifie à l'envers dans ma chanson. Oui, parce qu'il y a déjà eu Corinne Charby qui faisait pile ou face. Bon, on s'est douté un peu ce que ça voulait dire, mais à l'envers, à l'endroit, qu'est-ce que ça veut dire? Je dois rêver si fort que je te rêve encore, n'importe où, où que tu sois, j'avoue, n'importe où. Quand la nuit s'endort, je rêve encore. Ce que signifie à l'envers sont les coulisses sulfureuses parfois de la vie. Ah bon? Ouais. Alors je t'emmène par la main, par exemple, et puis on va faire un petit tour. T'as changé toi aussi, parce qu'à l'époque tu me vidais les cendriers sur la gueule et puis maintenant tu... Attends, mais toi tu faisais pas mal non plus avec Ouais, les tessons de ouais. bouteilles, J'étais une destroy. canette de bière. Je t'avais coupé un peu le doigt. destroy. Mais on va Remarque, pas. je trouve que le brushing, c'est vrai que pour Ah. un ex-destroy, le Ouais, brushing t'as il vu? est pas mal. Ouais, mais... Les fois où tu pars sans moi, comme ça de sang-froid, froid sans toi, moi dans mon émoi, seul abandonné. Faut pas me laisser à l'envers, à l'endroit, envers et contre toi. Quand je suis seule avec moi, tu me parles de toi, à l'envers, à l'endroit. Qu'est-ce qui peut t'énerver maintenant? Ce qui m'énerve, plus rien. Ah bon? C'est ça le changement, justement. T'as le On parlait sentiment que tu vas maintenant. finir par redevenir à la mode? Hein? T'as le sentiment que tu vas finir par Moi, j'ai redevenir... l'impression qu'en étant ce soir avec toi dans Bonne Minuit, je suis parfaitement à la mode. Ah bon? Mais je savais pas que l'émission était démodée. Ou alors c'est un scoop que Non, tu non, m'annonces. l'émission n'est pas encore démodée. Elle n'est pas encore démodée, alors Non. tout va bien. Je te rêve encore quand la nuit s'endort. Je te rêve encore. Sexuellement, t'es contente que ça va? Ah, ben justement, on aurait pu choisir un autre arrêt sur image, par exemple, tout à l'heure. Mais c'est une question qui te, ça, qui te préoccupe. Bah oui, ça préoccupe pas mal Alors, de gens. ça moi. Et toi, dis-moi. Moi, justement, ça va. T'es contente? Il te comble, ton Jules? La vie me comble. Non, mais ton Jules. La vie, en général, me comble. Bah, ton Jules, je te demande. Bien sûr, je t'ai répondu tout à l'heure. Ah bon. Tout à l'heure, ouais. Tu me parles
que tu penses que pour le 20h30, là, t'es prêt? Avec toi, non. Non. Je crois que j'aurais toujours envie de te demander des trucs un peu sales. Je sais pas pourquoi. Mais c'est ça qui me fait... Ouais. C'est pour ça que je suis là. t'excite. Ouais. Alors, est-ce que ça t'est déjà arrivé à l'envers? Ah! Tu vas pas me verser le cendrier. Tu vas pas me verser le cendrier sur la gueule cette fois, quand même. Ça serait trop facile. Ouais. C'est pas une expérience vécue. Hein? Tu chantes des trucs que tu connais pas, alors. Mais tout ce que je chante, ça vient du vécu. Ouais. Ça, c'est... Ça, tu admets, tu reconnais. Ouais, donc je t'ai livré la réponse. D'accord, bah c'est fini. Ah, elle est dure, hein. Elle change pas. Tu veux pas un bizarre avec... Mais non, il faut pas. Hé, arrête. Stop. Mais c'est pas vrai, stop. Stop. Alors, je vous ai vu chez Pivot la semaine dernière. Alors, il y a un moment qui était un peu gnangnan, justement. C'est quand on parlait de l'aventure chez Fauchon comme d'un exploit militaire, quand on nous expliquait qu'Antoine de Godemar, transmettant les messages entre les ravisseurs de Nogrette et l'agence de presse Libération, c'était un exploit. Enfin, vous qui avez passé 4 ans dans une cellule de 6 mètres carrés à 3000 mètres d'altitude à Camiris, ça vous semblait pas un peu ridicule que tout ça soit considéré comme un exploit militaire pratiquement Écoutez, honnêtement, oui. Je leur en veux pas parce que, je veux dire, ils y ont cru. Le problème, c'est qu'ils avaient l'air de croire encore que c'était un exploit, quand même. Je crois qu'ils y mettent un peu d'humour maintenant, ouais. J'espère pour eux. Ouais. Et puis 68, c'est pas ce qui s'est fait qui est important, c'est ce qui s'est senti, c'est ce qui s'est passé après en profondeur. Le militaire, c'était dérisoire. Je crois qu'ils se prennent pas au jeu tout de même. J'espère. Enfin, j'espère aussi. Ouais. Alors, vous avez déclaré en 82 à Montréal qu'il fallait enlever absolument à Pivot le monopole, l'arbitraire, la dictature sur le monde des lettres. Et puis, j'étais assez étonné parce que l'autre soir, quand vous avez débarqué chez lui, sur le plateau d'Apostrophe, personne n'en a parlé. C'est quand même un peu bizarre, non? Non, parce qu'on avait fait la paix d'abord. Ah, vous avez fait la paix? Il n'y avait jamais eu guerre d'abord. Hein. Il y avait une déclaration assez sérieuse. Il y avait une déclaration, d'abord, on ne doit pas faire de déclaration sur une situation française à l'étranger. J'avais commis une erreur. J'étais pas là, pas du tout au Canada officiellement, j'étais comme écrivain. J'ai cru que je pouvais parler comme écrivain, mais on m'a tout de suite opposé le fait que je collaborerais et collabore toujours avec François Mitterrand, donc ça passait pour une déclaration officielle. Et c'était une erreur de ma part. Le fond, je crois que j'avais toujours raison et que j'ai toujours raison. C'est-à-dire, je n'ai jamais rien dit contre Pivot. J'ai dit qu'il fallait beaucoup de pivots. Mais s'il n'y en avait qu'un, ça devenait dangereux, c'est tout. Mais là, pas parce que Pivot dernier, qui fait très bien son travail. Vous étiez mis d'accord pour pas en parler tous Non, les deux? pas du tout. Non, vous n'avez même pas reparlé avant l'émission. On n'a pas reparlé du tout. Alors, vous publiez un bouquin que j'ai lu, que j'aime bien, s'appelle Les Masques. Je ne sais pas pourquoi il y a une jaquette d'ailleurs, parce que c'est beau la couverture de Gallimard, non? Oui, mais le dessin de Picasso est encore plus beau. Ah bon, d'accord. Alors c'est pas mal, vous êtes un peu comme Mitterrand, c'est-à-dire que dès que vous arrêtez de faire de l'idéologie, vous devenez sympathique. Mais j'en fais pas dans ce livre. Ah bah pas du tout. Alors je suis tout le temps sympathique. Ah non, mais dans ce livre, vous êtes vachement bien. Oh non, ah si, si. Ah si, vous êtes bien. Alors, en plus, vous mettez tout le monde de votre côté, parce que dès le début, vous expliquez cette histoire qui est arrivée à beaucoup de gens. Mais ça vous rend, je sais pas, ça vous rend humain. Vous parlez de cette femme avec laquelle vous avez vécu pendant 10 ans, et puis un jour, vous découvrez qu'elle vivait parallèlement avec un autre homme, et que l'enfant que vous avez eu avec elle n'était peut-être pas n'était pas le vôtre, quoi. C'est très indécent, mais je crois que c'est des choses qui arrivent. Ouais. À vous, je ne sais pas. À d'autres, en tout cas. Oh, ça m'est sans doute arrivé. Moi, je ne l'ai peut-être pas appris. Alors, vous êtes un homme heureux. J'espère. Mais non, à partir de cette situation qu'on peut dire banale, qui est tout de même une souffrance, qui est une crise de confiance, pas seulement une infidélité, hein, c'est qu'on perd un peu... On perd pied, quoi. Ouais. Et comme on ne sait plus qui est l'autre, et que l'autre était un peu comme un miroir, on ne sait plus qui on est soi-même. Alors on a vraiment besoin d'abord de se poser des questions. Est-ce que je ne suis pas responsable de cette situation? Est-ce que moi non plus, je n'ai pas trompé mon monde, hein? Ouais. Je ne crois pas qu'il y a des gens honnêtes et des gens malhonnêtes. Il n'y a pas les bons et les méchants. On est très ambigus tous. Hein. Voilà, c'est un peu un livre sur l'ambiguïté. Alors il y a un truc quand même dans votre bouquin. Vous dites, vous essayez de dire la vérité. Vous savez bien qu'on ne peut jamais dire complètement la vérité, bien entendu, mais... Il y a un truc, moi, qui me manque dans ce livre, c'est la réalité du régime castriste. Il y a quand même des petites baraques à des petits bureaux à tous les coins de rue pour regarder ce que font les gens. Je veux dire, ça vous choque pas, ça? Vous avez été là-bas? Non. Ah.
C'est pas vrai? C'est la réalité telle qu'on vous l'a dite. Non, telle que je l'ai lu dans le Nouvel Observateur sous la plume de Guy Sidbon. Oui, bah, il faut parfois... C'est un menteur, alors? Non, pas du tout. Si. Il faut parfois aller sur place. Le régime castriste, c'est pas l'enfer, c'est pas le goulag tropical comme on l'a dit, c'est un régime ennuyeux, comme tout ce type de régime, où il se passe pas grand-chose. C'est pas vrai qu'au coin des rues, il y a des petits bureaux pour regarder. Mais pourquoi il dit ça alors dans le Nouvel Observateur? Il a le droit de dire ce qu'il a le droit. C'est pas Minute, le Nouvel Obs, quand même. C'est pas Minute, mais c'est un journal qui est fait de clichés aussi. Hein? Donc non, je veux dire que la réalité des choses est toujours plus complexe qu'on le dit, et je peux vous garantir qu'on vit mieux à Cuba qu'au Pérou. Voilà. Mais je préfère vivre en France, au régime que nous avons. Vous préférez ce qui s'est passé en Argentine avec Raúl Alfonsín, finalement? Bien sûr. On est d'accord là-dessus? On est d'accord. Bon. Vous avez beaucoup travaillé dans votre vie, parce que finalement, vous êtes invité tout le temps par les grands. Vous êtes invité par Castro, vous êtes invité par Allende. Non, pas snob, bossé. C'est-à-dire, est-ce que vous allez dans des colloques à New Delhi, vous êtes à l'Élysée? On a l'impression d'une vie assez fitzgeraldienne, assez dandy, finalement. Encore une fois, dans ma bouche, c'est pas une critique, mais vous avez quand même un côté... Est-ce que vous avez vraiment bossé dans votre vie? Écoutez, je crois que vous avez raison. Je crois que j'ai été très gâté. Oui, non, mais c'est vrai. Et que je reconnais qu'il y a un côté people dans mon bouquin, peut-être dans l'émission que vous faites aussi, qui peut agacer. Hein, parce que je parle que des gens connus. Cela dit, je parle aussi d'autres gens qui le sont moins. La femme dont je fais le portrait n'est pas connue. Donc, c'est vrai qu'il y a ce côté-là. Disons que le pouvoir, ça facilite les voyages et les rencontres. Et que depuis 81, c'est vrai qu'on prend beaucoup l'avion et qu'on voit facilement les chefs d'État. Je suis invité chez machin, je suis invité chez truc. Enfin, on a l'impression, comme ça, d'une vie facile. Non, elle est au quotidien tout de même plus emmerdante que je ne le dis. Mais c'est vrai que j'ai été gâté, que je sais qu'il y a un côté enfant gâté, que je m'aime pas beaucoup sous cet aspect. Alors les droits de l'homme, pourquoi vous dites que les droits de l'homme, c'est la mystification la plus sympa du moment? Parce qu'il n'y a pas seulement que des droits, mais il y a des devoirs aussi, n'est-ce pas? Premièrement, alors je pense que parler des droits sans parler des devoirs, c'est pas sérieux. Les droits, on les connaît. Les obligations, payer l'impôt, faire son service militaire, défendre la patrie, ça paraît un peu cucu, mais ça peut se faire. Et qu'on ne peut pas voir l'un sans l'autre. On ne peut pas voir le beurre et l'argent du beurre. D'habitude, j'entends des vieux monarchistes me dire ça, moi. Eh bien, je trouve que les monarchistes ont parfois raison sur certains points. Moi-même, je reconnais que j'ai eu des faiblesses monarchistes et qu'il y a certains monarchistes, comme Bertrand Renouvin, que j'aime bien. Et puis, je considère qu'il y a beaucoup de démocraties en Europe qui sont des monarchies. Jacques Lang passe son temps à dire que les pays les plus démocratiques d'Europe sont des monarchies. C'est pas faux. Et pour me faire plaisir. Et puis pour la politique étrangère, c'est très utile une famille royale. Parce que ça crée quelque chose d'un peu affectif, d'un peu sentimental. Et puis parce que ça permet de soulager de toutes les obligations protocolaires les gens qui font le travail, le gouvernement, c'est-à-dire les premiers ministres et autres. Et en ce sens, moi j'ai beaucoup d'admiration pour la façon dont les Britanniques sont présents partout à travers la princesse Anne, la tante Ursule, la cousine, la duchesse de ceci, etc. Ils sont partout, au Pacifique, en Afrique, etc. C'est-à-dire que l'Angleterre est présente partout à travers une famille royale. Je trouve ça très bien. En plus, légitimité, continuité, tout ça me semble bien. Mais je me console en pensant qu'on est dans un régime monarchique républicain. Si Mitterrand a tellement de succès en ce moment, c'est sans doute parce qu'il a pris une dimension monarchique. Tant que la monarchie a l'adhésion populaire, régulièrement contrôlée, on peut dire que c'est une monarchie républicaine. Alors, dernière question. Votre livre s'appelle Les masques. Vous enlevez des masques comme ça, bon, pour votre plus grand bien, je pense. Mais pourquoi vous avez gardé votre moustache? Parce que moi, ce que j'aurais voulu voir arriver, c'est un Régis Debray. Bon, vous avez les cheveux un peu plus longs qu'à l'époque, mais sans moustache. C'était le moment de la raser, la moustache. Écoutez, je me garde ça le jour où j'aurai vraiment besoin de me déguiser, c'est-à-dire de me déguiser en ayant un vrai visage, sans moustache. Mais ça, ce sera pour des circonstances peut-être différentes, où j'aurai vraiment besoin, soit pour sauver ma peau, soit pour aller dans des endroits où je ne veux pas qu'on me reconnaisse. Ici, ça va. Ce serait encore un jeu, quoi. Encore une sorte d'artifice que de s'enlever la moustache. Mais vous avez raison, je n'y tiens pas devant. Elle est née spontanément, c'est-à-dire quand j'étais en tôle, je ne me rasais pas. Alors j'avais une barbe. À la fin, même, je ne pouvais pas sortir avec une barbe comme ça. Je me coupais la barbe, puis la moustache, je l'ai laissée. Ça fait partie de votre image, mais je pensais que vous auriez pu la raser ce coup-ci. Vous avez raison, j'y penserai pour le prochain bouquin.
what I'm saying? And I won't just slap my face because I'm bad. I'm bad. You know I'm bad. You know I'm bad. You know it. You know I'm bad. You know it. You know. And the whole world is right to tell you once again. You know I'm bad. You know it. You know I'm bad. You know it. You know it. You know. You know. You know. Come on. And the whole world has to answer right now to tell you once again. You know I'm blue. I'm bad. You know it. You know I'm bad. I'm bad, baby. You know. You know. You know it. Come on. And the whole world has to answer right now to tell you once again. You know I'm bad. I'm bad. You know it. You know I'm bad. You know. You know I'm bad. You know it. You know. And the whole world. Michael Jackson, c'est Eric Kuipers, direction artistique, Dominique Comte. Christophe Salingro par Paul Chamoussi, ça s'appelle Je suis sentimental et c'est génial, vraiment génial, absolument génial, très très génial, super génial, génial. La mer roulait ses galets, allongeait du brunisait. Puis de crème je t'enduisais. Alors on recommençait. Je suis sentimental, tellement sentimental. Je t'aime si fort, toi et ton petit corps. La pluie frappait les volets, les programmes se finissaient. Puis tu te déshabillais. Alors moi j'en profitais. Je suis sentimental, tellement sentimental. Je t'aime si fort, toi et ton petit corps. Dans la bagnole on partait. La radio nous conseillait un détour dans la forêt. Alors on recommençait. Je suis sentimental, tellement sentimental. Je t'aime si fort, toi et ton petit corps. Je suis sentimental, tellement sentimental, que ça me rend fou. Tellement sentimental, c'est ma santé mentale qui en prend un coup. Tellement sentimental, c'est ma santé mentale qui en prend un coup. Tellement sentimental, c'est ma santé mentale qui en prend un coup. Alors Christophe Salingro, on t'a vu dans la pub, on t'a vu dans Gerflor et dans Freetime, t'es une star de la pub, puis t'as plus envie d'en faire là. J'ai envie de faire autre chose, et puis bon, c'est aussi parce que je suis peut-être un peu grillé sur des produits, donc du coup je fais autre chose. Ouais, alors t'as monté une maison de production avec Delépine et Bruckner. Oui, d'autres personnes.
Mais eux participaient plus sur la conception d'une série de 50 shorts, enfin programmes courts, qu'on appelle short, qui durent 20 secondes, avec Canal+, comme producteur, et un sponsor qui s'appelle Mécano. Et ça s'appelle comment? Ça s'appelle Speaky TV. Qu'est-ce que ça veut dire, Speaky? Speaky, c'est le nom d'un personnage, un psychopathe de la télévision, qui habite dans le poste de télévision. Et qui est un malade de la télé, quoi, qui est complètement accroché à la télé. Et qui pirate les ondes de Canal+, et qui fait la télévision, avec un grand... Ah oui, c'est une station pirate qui vient se greffer sur Canal+. Voilà, c'est ça. On va voir le premier, alors Speaky TV, Salingro. Christophe, maintenant on va voir le deuxième Speaky TV que vous nous avez amené. C'est quoi le thème? Speaky fait toujours la télévision de façon approximative, parce qu'il est tout seul. Et là, c'est un peu émission religieuse, mais en ce nouvel an russe. C'est un peu un... C'est une émission religieuse vue par Speaky. Voilà, c'est d'après ce qu'il comprend. T'as envie de créer un personnage un peu comme Pee-wee, comme ça, un personnage très dessiné, très... Oui, pas forcément un peu comme Pee-wee, mais un très personnage... catholique, ouais. Pas catholique. Catholique. Ah pardon, oui, bien sûr, oui. Oui, pour le pâturage audiovisuel français. Bah, allons-y alors. Deuxième Speaky. Vous ne connaissez pas? Jean-Louis Aubert, bonsoir. T'as vu, ça fait vraiment ça fait comme à la télé. Ça y est, on y est. On y est. T'en as une là d'ailleurs. Quel bilan tu fais de la tournée Aubert & Co là, qui s'est terminée à la Cigale au mois de décembre? Oh, je sais pas, je dois faire un bilan. Il faut que tu fasses un bilan, je sais pas. Non, mais ça s'est bien passé, ça c'était une bonne tournée. Non, c'était une bonne tournée, c'était bien. Puis pour nous, c'était un redépart de retraverser toute la France en jouant comme ça. Je sais pas quoi dire. Mais dis là où tu étais le plus éclaté, par exemple. Où est-ce que c'était le mieux? Où est-ce que la Cigale, c'était bien. Enfin bon, la Cigale, c'est bien parce que Paris, ça reste toujours, surtout en fin de tournée, quoi, ça reste pas une consécration, mais on donne tout ce qu'on a appris au cours des concerts. J'ai bien aimé la Belgique aussi, c'est la première fois de ma vie que j'aime bien. Vous êtes allé partout, vous êtes allé où avec Téléphone? En Amérique, vous êtes allé en Australie, vous n'êtes pas allé finalement. Vous êtes allé au Japon? Ouais. C'est quand vous étiez au Japon, vous vouliez aller en Australie? Ouais, on n'est jamais. Et finalement, c'est ça qui me manque, l'Australie, l'Inde. L'Inde? Ouais. Et ce qui t'éclate le plus finalement, c'est la Belgique. J'aime bien la Belgique parce que j'ai remarqué pour la première fois de ma vie, ça ne m'avait pas apparu avant, qu'ils étaient en avance sur nous parce qu'ils étaient vraiment européens. Tu regrettes pas le sabordage de Téléphone, quoi? Si c'était à refaire, tu referais la même chose? Ouais, je sais pas si le mot sabordage... C'est un peu un sabordage. Ouais, mais sabordage, ça fait comme essayer de couler un bateau qui va bien. Or, on a coulé un bateau qui avait des trous. Ouais. Donc... non, j'ai jamais... Ça m'est pas encore arrivé de regretter. Ça m'est arrivé de regretter que les gens regrettent, mais ils comprendront qu'on pouvait pas... qu'on n'avait pas envie de ternir quelque chose qui avait toujours été bien pour nous et que ça devienne une banalité comme il y en a plein, quoi. Tu les revois les autres? Corinne, par exemple, tu la revois, tu l'appelles, comment ça se passe? Non, je l'appelle pas. Non? Pas beaucoup. T'as pas de nouvelles là? Non, pas en ce moment. Mais on se croise quand même. Qu'est-ce que vous dites quand vous voyez comme ça? Des conneries. Des conneries, Des trucs superficiels. Ouais. Ça t'embête un peu ça quand même? Non, parce que à travers les choses superficielles, ça m'arrive toujours dans le quotidien. qu'à travers des choses superficielles, tu arrives à voir où sont les gens, comment est leur morale et tout ça. On va pas... Quand on se revoit quelques instants comme ça et qu'on a vécu 15 ans ensemble, on va pas se dire des choses très profondes tout de suite. Et Bertignac, tu l'as revu là? Pas depuis 2 mois. Donc,
Je ne sais trop quoi. Il est assez enfermé chez lui, à ce que je sais. Tu penses qu'un jour vous pourrez rejouer ensemble, comme certains Beatles ont rejoué ensemble à des moments? Comme certains Beatles à des moments. Ouais, d'accord. Et tu fais quoi en ce moment alors? Quoi que les Beatles, c'est quand même des pointures, je sais pas. Il y en a un qui est mort. J'espère que c'est pas moi. Bon, bref. Tu fais quoi en ce moment? Là, je me suis installé dans une usine qui s'appelle l'usine studio. On a des studios de répétition avec des machines et des copains. Et on fait tourner des trucs, on s'amuse en ce moment. On fait de la musique tous les jours, quoi. Et en fait, on est censé travailler. Ouais. Bah, pour les gens qui nous regardent professionnellement, on leur dit qu'on travaille. Bon, en fait, tu te marres, quoi. Ouais. On fait rien du tout. T'écoutes quoi en ce moment comme musique? J'écoute toujours le Double Prince. J'ai un concert de Cure à Orange aussi que j'ai eu par des biais détournés, qui est en direct de la console et c'est super. J'ai un disque de Tamla Motown, un best-of pour les 20e anniversaire. Alors ça tient la route. Ça, j'écoute toujours ça. L'album d'Iggy Pop, j'aime bien. Lequel? Le dernier. Presque tout. J'aime bien les chansons d'Iggy Pop. L'idiot, le for Life, tout ça. Ouais. Ah ouais, j'aime bien les chansons. J'adore ce qu'il écrit. J'écoute aussi Dépêche Mode, le dernier. Ouais. C'est lassant tout l'album, mais j'aime bien quand même. J'aime bien les paroles aussi des fois. C'est très simple, très bien fait. Ça t'a laissé quoi, téléphone, à part un nom? Ça t'a laissé de l'argent? À la banque? Non, pas à la banque. Où? Dans un coffre? Non, non. Dans ton jardin, sous un arbre? D'acheter ma maison. Elle est bien, ta maison? Ouais. Elle est où? Bah, à Boulogne. Elle est grande? Ouais, c'est une usine aussi. Ah bon? Décidément, tu passes ta vie à l'usine. C'est pas une vraie maison, c'est une maison urbaine, c'est un grand appart. On appelle ça des lofts ici. Et en fait, ça nous a laissé ça chacun à peu près. Mais pas un énorme tas d'argent. Ça fait combien pour que les gens sachent que ça peut rapporter d'avoir fait téléphone? Ça fait... Comme ça, ils vont devenir tout libres. Ça fait 130 millions anciens en dur. Ouais. Ben, ça va. Et puis de quoi faire un nouveau groupe et avoir sa chance pendant 2 ans. Alors Stephen Frears, c'était un peu un rêve parce que dans les réalisateurs, quand j'ai vu My Beautiful Laundrette, pour moi ça me rappelait un peu curieusement le film des Clash, mais avec scénario, c'est-à-dire typiquement anglais, puis une manière d'approcher la jeunesse et ce qui se passe en Angleterre avec des images crues et en même temps ça tienne la route. Je sais pas, je pensais qu'il était vachement jeune pour filmer comme ça. En fait, je me suis trouvé, c'est pas un pépé, mais bon, il a bien la cinquantaine et une espèce de bonhomie comme ça. Bon, alors j'aime bien le tournage parce que j'avais envie en plus. Bon, l'histoire elle vient de Paris, c'est pas lui, il écrit jamais d'histoire. Puis il m'a mis pas mal en fait le pied à l'étrier sur essayer de faire de la mise en scène. C'était surtout moi qui décidais un peu de la manière dont on allait faire les plans. Mais quand je regarde le résultat, je m'aperçois qu'il a mis beaucoup de sa manière de voir les plans que je voyais. Il est filmé depuis combien de temps? Il n'y a pas longtemps là? Ouais, il y a 10 jours. Ah bah, c'est bien. Tout récent. Bon, alors Armand, vous habitez depuis 20 ans à New York, pourquoi? Depuis 27 ans. 27 ans? Oui. Pourquoi? Je suis tombé amoureux de New York. Ah bon? Un jour, je suis arrivé, j'avais une exposition. Et puis, je me suis trouvé dans cette ville en pleine discussion. Les gens il y avait une sorte d'émulation de travail. Et je me suis dit, mais c'est là qu'il faut être. Ah bon? Et je suis tombé amoureux de New York. Ma première femme m'a détesté. Nous avons divorcé pas à cause d'une femme, à cause d'une ville. Ouais. Vous avez trouvé une New-Yorkaise? À la fin, oui. Maintenant, je suis marié à une New-Yorkaise. Ouais, c'est formidable. Ouais. Alors là, vous êtes à Paris. Venez souvent à Paris? Maintenant, assez souvent, oui. Parce qu'il y a, comme lorsque j'étais à New York, c'était un peu endormi Paris. Maintenant, c'est presque mieux que New York. Ah, quand même. Mais oui, c'est pour ça que j'y suis d'ailleurs. Et là, vous avez une bonne raison de venir. Vous avez ce bouquin qui sort aux éditions de La Différence. Oui, un nouveau bouquin. Alors, vous commencez quand même à être un petit peu connu du grand public en France pour 2 choses qui sont exceptionnelles, il faut bien le dire. C'est les valises et les horloges qui sont à la gare Saint-Lazare. Non? Oui. Tous les matins, il y a des millions de gens, on peut le dire. Enfin,
qui voient ça. Ça m'a rendu extrêmement heureux parce que le jour où on l'a installé, il y a deux dames qui passaient vite, il pleuvait. Il y en a une qui dit, qu'est-ce que c'est que ça? L'autre dit, je sais pas. Ben écoute, ça va être pratique pour se donner rendez-vous. Voilà. Et alors, c'est ça, c'est vivre. Rendez-vous aux valises ou aux horloges. Aux horloges, Alors, c'est ça qui vous fait participer à la vie. C'est extraordinaire. Et puis, il y a le long terme parking à jouer en Josas. Qui est d'ailleurs, qu'on parle de détruire d'ailleurs. Oui, alors justement, je vous en parlais alors. Les écolos, ils gueulent, je comprends pas. Et les écolos, vous savez, c'est une association qui comporte 3-4 peintres à rater. Alors, ça vous est venu comment cette idée des accumulations? Ben, ça m'a trouvé, vous savez, c'est déjà dans la nature, les bocaux de cerises, la vitrine, moi j'ai toujours été un lèche-vitrine, et je l'ai épousé normalement, comme ça j'ai toujours été collectionneur, j'ai toujours aimé les choses en quantité, alors c'est venu tout seul. Et vous les trouvez où tous ces objets? Ben, ça vient par série. Ouais. Je fais pas n'importe quoi. De temps en temps, je suis attiré. Par exemple, je suis bien connu comme le Stradivarius du nouveau réalisme. J'ai beaucoup joué au violon. Il y a un truc à l'Acropolis là qui s'appelle avec des violoncelles. Music Power. Music Power, c'est ça. C'est très bien ça. J'ai vu ça cet été. Et en ce moment, je fais les brosses. Je fais la peinture. Je suis un nouveau peintre. Ah oui, c'est retour à la peinture en accumulant les pinceaux. Voilà. Ah oui, c'est bien. Je suis heureux comme ça. C'est votre côté école de Nice. Hein? Côté couleur, Riviera. Comme disait Martial Ress, l'art c'est n'importe quoi, mais d'une certaine manière. Mais de toute façon, comme disait, c'est Warhol ou Duchamp qui disait, je sais pas, vous allez me dire, tout ce que je fais c'est de l'art puisque je suis un artiste. C'est un propos presque Duchamp, parce que Duchamp, il a dit ça c'est de l'art si je dis que c'est de l'art. Voilà, c'est le regardeur qui fait l'art. Mais c'est vrai ça. On en est tous les petits enfants maintenant. Bien sûr, c'est génial. Warhol c'était le fils de Duchamp, bien sûr. C'est un des rares types qui avait créé un système. Parce qu'il y a une différence entre un artiste qui fait de l'art et celui qui crée un système. Duchamp a créé un système, ou Warhol a créé un système. Bien sûr. Qui pouvait appliquer à n'importe quoi. Mais vous avez créé un système? D'une manière moins nette quand même. Eux ont fait un système qui pouvait appliquer à n'importe quelle situation. Il y en a qui disent que c'est un filon. Enfin, c'est pas un filon. Non, c'est pas un filon. On ne vit pas d'un filon. On le crée et on le pioche, mais on ne le trouve pas comme ça. Il faut le fabriquer patiemment. Et vous accumulez quoi chez vous? Des trucs que vous accumulez et que vous ne montrez pas obligatoirement dans les expos? En ce moment, je me fais une grotte dans la maison d'été qui se trouve à Vence. Et ça va être avec des téléphones. J'ai acheté 20 tonnes de téléphones. 20 tonnes de téléphones? Alors là, tous les murs, toute la grotte va être mystérieusement tapissée de téléphones. Et votre rêve d'accumulation, c'est quoi? Qu'est-ce que vous... Le rêve, c'est d'accumuler quoi? Des fusées Ariane? Vous savez que j'avais un rêve qu'on n'a pas pu réaliser. Je voulais faire une énorme accumulation, une tour Eiffel de grue à Dunkerque. Ça n'a pas marché, on n'a pas eu assez d'argent. Mais j'aimerais bien accumuler les locomotives. J'aimerais bien accumuler des avions. J'avais une trentaine de Boeing, ça me déplairait pas. Ça me déplairait pas. Toujours plus grand. Olivier, je connais Christian Louboutin depuis plus de 10 ans. Il m'a toujours parlé de vous avec des larmes dans les yeux. Ouais, c'est gentil. C'est quelqu'un qui adore les chaussures. Les souliers, pardon. Oui. Et il m'a toujours parlé de vous, vraiment d'une façon assez extraordinaire. Merci. Je te remercie, vraiment, c'est très gentil, vraiment. Jusqu'au jour où il m'a présenté à vous. Je suis très heureux de vous avoir ce soir dans le bain de minuit. Je te remercie, vraiment. Je suis très heureux que vous m'avez demandé de venir ici, vraiment, c'est très sympathique, vraiment. Je suis ravi de pouvoir parler avec vous, vraiment. Alors vous êtes, c'est peut-être un slogan un peu réducteur, mais vous êtes le grand couturier de la chaussure, on pourrait vous appeler comme ça. Ça vous choque quand on dit ça? Non, au contraire, je suis vraiment très flatté. C'est-à-dire, j'ai essayé d'apporter dans mon travail un élément qu'on n'avait pas encore utilisé dans les souliers, c'est-à-dire un côté couturier, vous savez. J'ai eu des aventures dans ma vie, j'ai fait des chapeaux, et j'ai toujours été intéressé par le côté couture, la mode. Alors j'ai introduit dans les souliers des éléments qui n'avaient jamais été faits encore. Des souliers en transparent, en tulle, des drapés, des choses un peu comme des robes, vous savez vraiment. Racontez-nous un petit peu votre carrière. Vous avez commencé il y a quoi? En 27, quoi, ça fait... J'ai commencé en 1930. En 1930? En 1930, oui. Et j'étais modéliste, j'étais créateur de souliers, mais pour tout le monde. Et après, je suis parti aux États-Unis, j'ai fait une carrière aux États-Unis. Et je suis revenu après la guerre, j'étais mobilisé.
Et je ne voulais pas rester en France pour l'occupation. Je suis parti aux États-Unis et je suis revenu en France après la guerre. Et là, j'ai fait la rencontre de Christian Dior. J'avais une maison près de Cannes, à Mougins. Il est venu s'installer par hasard à côté de moi. Et il m'a demandé qu'est-ce que vous faites. Je lui ai dit, je dessine des souliers. Il m'a dit, j'aimerais les voir. Quand il a vu mes souliers, il a dit, vous ne pouvez pas rester à Paris, à Mougins. Et vous allez venir chez moi à Paris. Et là, j'ai commencé avec lui pendant 2 ans des souliers sur mesure. Et lui, il a eu l'idée, le premier qui a eu l'idée de faire des souliers prêts à porter haute couture. Et alors, ça a créé une ligne de souliers qui s'appelait les souliers Dior Roger Vivier. Et c'est vrai qu'il y a des femmes que Dior faisait des robes souvent en fonction de vos souliers. Vous savez, je présentais 2 fois par an mes collections. Et bien entendu, il choisissait parmi mes modèles le soulier qui était le plus en rapport avec qu'il devait être avec sa ligne, la longueur des robes, enfin tout ça. Mais bien souvent, il y avait beaucoup de souliers qui étaient tellement étonnés par une forme de talon, par des broderies. Ils disaient, je vais faire une robe pour ce soulier. Alors parlez-nous de vos clientes célèbres un peu, Elisabeth Taylor. J'ai fait, vous savez, j'ai eu les femmes les plus connues, parmi les plus connues du monde, Elisabeth Taylor, Ava Gardner, Jacqueline Kennedy, et les Altesses aussi. J'ai fait les souliers pour le couronnement de la reine d'Angleterre. On y viendra. Alors, est-ce que c'est vrai que John Lennon vous a acheté des chaussures? Qui? John Lennon vous a acheté des souliers? Oui. Comment ça s'est passé? Vous aviez plutôt des souliers pour femmes d'habitude? Non, mais j'ai fait des souliers d'hommes aussi. Ah bon? J'ai fait des souliers pour Nourieff et j'ai fait surtout pour quelques artistes. Ça m'amusait beaucoup, mais j'aimerais faire des souliers d'hommes, mais vous savez, je suis tellement occupé, j'ai tellement de travail avec les femmes. Puis enfin, j'aime les souliers de femmes parce qu'on peut laisser libre à toutes sortes de... Je ne peux pas faire des souliers en tulle pour les hommes quand même, pas encore. Pas pour tous. Peut-être, je l'espère. Alors vous avez fait aussi beaucoup dans des films très connus. Par exemple, c'est vous qui aviez fait les souliers de Ava Gardner dans La Comtesse aux pieds nus, par exemple, ou de Jeanne Moreau dans Le journal d'une femme de chambre. Le journal d'une femme de chambre et La Grande Catherine. C'était d'ailleurs pour elle que j'avais fait j'ai repris la plateforme, car elle avait des robes du XVIIe siècle, du XVIIIe, et elle était, comme elle n'est pas très très grande, il fallait qu'elle puisse... Romy Schneider aussi dans le rôle de Maria Metzera. Brigitte Bardot, Catherine Deneuve. Les cuissardes de Brigitte Bardot, c'est vous? Brigitte Bardot, oui. J'ai fait beaucoup de souliers pour elle. J'ai fait des cuissardes avec elle. Elle les portait sur une motocyclette. Ah oui, d'accord. et les Altesses, alors? Vous avez eu Elisabeth, c'est vrai? J'ai fait d'abord le soulier de la reine d'Angleterre. C'était assez curieux parce que j'avais fait ce dessin, mais personne ne devait le voir. Et puis j'avais des journalistes, des amis qui sont venus de Journal L. Ils sont venus, j'habitais à Mougins. Et puis je leur ai montré sur un petit positif le soulier. Ils m'ont dit, mais on ne le dira pas. Une semaine après, j'avais la page dans L. Et j'étais très... gêné, vous savez. Mais enfin, ça m'a apporté beaucoup de chance parce que c'est grâce à ça que Dieu a entendu parler de moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui peut vous succéder? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a des créateurs de souliers qui peuvent continuer ce que vous faites? J'espère. Voilà, j'espère travailler avec Christian et pourquoi pas. En tous les cas, il aime ça, je peux vous le dire, parce qu'il m'avait toujours parlé les larmes dans les yeux. Non, mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de jeunes, vraiment. Et c'est pour ça que je veux revenir à Paris, parce que j'aimerais avoir mon studio à Paris et puis peut-être travailler avec des jeunes, vous savez, qui me voient travailler, puis pas leur apprendre, mais qui me voient faire, et puis qui puissent s'exprimer à travers eux, à travers moi. Album Sylvain Bergère, 18e édition. Tournage rue du Bourg-l'Abbé. Le corps a disparu. Caroline Labobin. Surprise, c'est un garçon. Denise Beaulieu, la fiancée de Le Pen. Alpha Blondie, là, dis donc. Sol et sombre, alegria, anda, anda. Martin Véron, Monsieur Chabrol. Ardisson et sa meuf. Corti, Distrito, Mariano. On sait pas qui c'est. Eric Neuf. Benex, Corti, Distrito. Tony Krantz, Jean-Michel Gravier. Piero Maubert. Bergère Viret. On sait pas qui c'est. Rhoda Gilles. Mimi Bastille à l'entrepôt.
À l'entrepôt, Mimi Bastille. Oscar le chat de Jean-Marc Roberts en pension chez Maubert. Dérive de nuit pour Sylvain Bergère, ça commence à Montmartre. Barbès. Gare du Nord. Gare de l'Est. Canal Saint-Martin. Atmosphère. Et les Champs-Élysées, merci Drucker. Plan Baba mort, y a pas de remords. Voici Flashback, Crosby, Still, Nash. Teach your children. Allumez vos briquets. Must have a code that you can live by, and so become yourself, because the past is just a goodbye. Teach your children well, 'cause their fathers now will slowly go by, and feed them on your dreams, the one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry, just look at them and sigh. That your elders must be free, and so please help your children with your feelings, 'cause they see the truth before they can die. Teach your parents well, 'cause their children's hell will slowly go by. Your dreams, the one they picked, the one you know by. Never ask them why, if you told you would cry, just look at them and sigh. Oh mon chouchou, j'ai l'impression d'être au Caraïbes. Pas moi, j'ai peur des choses, c'est un sauvage. Ah, tu sais ce qui me ferait plaisir? Quoi? D'entendre les chouchous de la semaine. Mais cassez-la les tiennes, je vais te faire plaisir, ils sont là. Alors tu sais, je voulais t'amener le Prince. Oui, oui. Mais il n'est pas sorti parce qu'il a peur de Michael Jackson et son succès, que la maison de disque n'a pas voulu le sortir le 15 décembre. Et il va sortir quand? Pour le printemps. Donc il n'y a pas de Prince pour le moment. Non, il a peur, il est vraiment superstitieux, il pense que ça va lui porter malheur. Donc en attendant, il n'y a rien de nouveau, il n'y a qu'une Mireille Mathieu. J'ai vraiment vérifié à son disque. Une compilation? J'ai amené une compilation encore. Il y a des morceaux de l'époque où nous étions très jeunes, mais nous fréquentions les boîtes déjà. Thierry, alors regarde. Oui, ça fait longtemps qu'on fréquente voilà, les boîtes. c'était avant-hier, tu rigoles. Oui. Alors il y a le Johnny Bristol, tu vas te rappeler tout de suite. Voilà. Ah oui. C'est vraiment très bien, c'est une très belle mélodie. Bravo, chouchou. Il y a Jackie Wilson, que tout le monde ne connaît pas, Baby Workout. Oui. Il y a 4 morceaux de jazz. Celui-là qui est autour de la face, c'est vraiment très bien. Oui. Tous les nouveaux devraient le connaître maintenant, vraiment. C'est un 45.
Puis un petit clin d'œil à Juju. Juju qu'on adore, voilà, qui est au Rex. Qui est au Rex, et puis j'espère être un petit peu sur avec lui. J'espère que bientôt aussi. Tu vas être sur scène avec lui, mon chouchou. Voilà, Juju, l'éclair qu'on adore. Et puis la semaine prochaine, j'espère qu'il y aura d'autres choses. Bah, très bien, mon chouchou. Dis-moi, est-ce que tu sais que le 13 janvier, c'était le nouvel an russe? Je ne savais pas, mais ça me concerne quand même. Oui. Bah oui, ça nous concerne tous. C'est 13 jours après nous. Alors, en l'honneur du nouvel an russe, on va voir un clip qui s'appelle Russians. Les beaux stings. C'est là. Les beaux blonds. Là, tout de suite, là, il est là. Il est là, il est là, il est là, il est là. Sting! There's a growing feeling of hysteria, conditioned to respond to all the threats and the rhetorical speeches of the Soviets. Mr. Khrushchev said we will bury you. I don't subscribe to this point of view. It would be such an ignorant thing to do if the Russians love their children too. How can I save my little boy from Oppenheimer's deadly toy? There is no monopoly of common sense on either side of the political fence. We share the same biology, regardless of ideology. Believe me when I say to you, I hope Russians love their children too. Ludmila Lopato, Vladimir Volkov, Prince Morosi, bonsoir. Alors si je vous ai demandé de venir tous les trois, c'est qu'il y a 2 jours, c'était le Nouvel An russe, le 13 janvier. Alors pourquoi le Nouvel An russe a lieu 13 jours après le Nouvel An? Il n'a pas lieu 13 jours après le Nouvel An, c'est votre Nouvel An qui a lieu 13 jours avant, bien sûr. Ouais, si vous voulez une explication scientifique, c'est qu'il y avait le calendrier julien après lequel tout le monde vivait, puis le pape Grégoire a changé le calendrier, il a avancé de 13 jours, dans la mesure où il y avait déjà eu une rupture entre l'Église d'Orient et l'Église d'Occident. L'Église d'Orient est restée au calendrier julien et l'Église d'Occident est passée au calendrier grégorien. Donc nous avons 13 jours de distance, c'est tout. Alors on vous connaît pour le montage, il y a d'autres livres que vous avez fait qui ont eu beaucoup de succès, mais enfin disons que le plus connu c'est sans doute le montage. Vous en êtes où là? Vous allez avoir un livre qui sort bientôt? J'ai un livre qui sort ces jours-ci, qui s'appelle L'Interrogatoire, dont je viens de faire le service de presse. Vous avez dû en recevoir un exemplaire que vous n'avez pas encore eu le temps de voir, mais enfin qui a dû partir. Et je crois qu'il sera en librairie dès le 14. Très bien. Alors, Prince Morosi, vous êtes parent avec Yves Morosi? C'est un parent, tout à fait. C'est une autre branche, et russe aussi, d'ailleurs. Et d'origine D'origine russe, tout à fait. Et votre père était l'aide de camp du... Non, pas mon père. Mon grand-oncle a été même le premier aide de camp de l'empereur Nicolas II. Il fut général d'aviation, d'autre part, et le premier fondateur d'une école d'aviation russe. Il était pilote, ce qui était extraordinaire au début du siècle en Russie. Et d'ailleurs, c'est grâce à la France, encore une amitié franco-russe, que mon grand-oncle a pu faire une sorte d'aviation russe, en quelque sorte. Et vous êtes l'aide de camp du grand-duc Vladimir, qui est le descendant direct du dernier tsar. Vous m'honorez beaucoup, et je pense que si j'ai cet honneur, je servirai de mon mieux le grand-duc de Russie actuel. Alors ce grand-duc de Russie, il est quoi par rapport au dernier tsar? Tout ça, les Français connaissent même pas les rois de France, alors les tsars, pour eux, c'est terrible. Il est en fait... petit-neveu. Il est en fait son petit-neveu. C'est son petit-neveu, mais il est le chef de la maison impériale. Et comment expliquer que ce grand-duc Vladimir, on ne le voit jamais? Pourquoi il n'est pas plus en avant? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas plus... Parce qu'il n'en a pas besoin. Vous savez, quand on est le chef de la maison impériale d'un empire qui a la taille d'un continent, qui est le plus grand empire, si je puis dire chrétien, le plus grand empire tout court, si vous permettez l'expression, il n'a vraiment pas besoin de se montrer. Il est simplement le chef de la maison impériale. À quoi bon? Sauf si la nécessité lui demande ou exige qu'il se montre. Je ne sais pas. Mais est-ce que les Russes en Russie connaissent son existence? Certains, oui. Moi, je vois pas mal de Russes de Russie
Et beaucoup se présentent à moi comme monarchistes. Ils me disent, en réalité, nous sommes monarchistes. Nous avons compris que nous avons fait une monstrueuse bêtise, nous sommes monarchistes. Vous analysez comment ce qui se passe en Russie aujourd'hui, tous les deux, avec Gorbatchev et l'assouplissement actuel du régime là-bas? La pierre de touche, j'en parlais hier matin, la pierre de touche sera l'attitude du régime à l'égard de l'Église. Si l'Église, si la liberté de conscience, si la liberté de culte est vraiment accordée au peuple russe, alors je crois que les communistes n'en ont plus que pour quelques semaines. Et je crois que ce sera là la pierre de touche. C'est pourquoi ils ne l'accorderont probablement pas. Mais s'ils l'accordent, dans quelques semaines, nous nous retrouvons. L'histoire de la Russie a changé. Не слышны в саду даже шорохи. Все здесь замерло до утра. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. На-ра-ра, знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Речка движется и не движется, вся из лунного серебра. Песня слышится и не слышится в эти дивные вечера. И не слышится в эти дивные вечера. Роса уже все заметнее, так, пожалуйста, будь добра, не забудь и ты эти летние подмосковные вечера. На-ра-ра, будь и ты эти летние подмосковные вечера. Il est revenu le temps du printemps, comme un vieil ami retrouvé. Il est revenu flâner le long des quais, aujourd'hui plus beau que jamais. Nara refleurit l'éclat de son cerise, aujourd'hui plus beau que jamais. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.